Oui. Toi, comment tu arrives à différencier, à bosser tes différentes voix? Parce que... Alors, t'as plusieurs choses. Il y a comme des voix où je transforme plus ma voix, notamment pour des dessins animés. Pardon. Non, mais il tousse. Et c'est tout. Ah. Et puis, souvent, c'est le personnage. Au doublage, on est beaucoup lié à l'image. Mm-hmm. Donc, quand on voit le physique du personnage, t'as une sorte de transformation et qui devient presque automatiquement. Alors après, quand c'est pour une série, t'as aussi l'habitude, le fait de refaire le même acteur, le même personnage. Tu le trouves de plus en plus, tu creuses un peu. Et puis, il y a des trucs, des tics physiques que tu repères chez l'acteur, sa façon de jouer, sa façon de faire, sa façon de se tenir. Et ça se fait presque tout seul avec les années. Salut les friends et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soapy and Friends. C'est un vrai friends que je reçois pour le coup aujourd'hui. Bon enchaînement. Bon enchaînement, merci. Bah, oui. Et c'est en l'écrivant que je me suis rendu compte que je faisais l'enchaînement. Je te jure, j'avais même pas fait attention. Acteur et directeur artistique, j'ai le plaisir de recevoir dans un café à la Ferté-Bernard. Chez Madame Moustache, faisons leur Chez Madame Moustache, voilà. Apparemment, ils font des bons gâteaux, mais on n'a pas encore testé. Enfin, moi, je n'ai pas encore testé. Je reçois, évidemment, vous l'avez entendu un petit peu dans le fond, Monsieur Marc Lesset. Bonjour à tous. Salut Sophie. Salut Marc, tu vas bien? Ça va pas tu mal. Peux parler un peu plus je suis bien là, on est bien là, regarde. On est bien. Tranquille, détendu. Oui, voilà. Je suis très heureux de te recevoir. Vous entendez au fond un peu d'eau, tout ça est très bucolique. On est tous les deux en short et en tongs, c'est les vacances. On risque d'entendre les cloches. Oui, il se passe des trucs dingues à la Ferté-Bernard. Alors Marc, ça fait longtemps que tu es dans le métier. Oui. Oui, tu parais pas fort, dis donc. Ouais, non mais moi voilà. Ouais, je t'avais pas dit. Ça fait perpète, tu peux le dire. Voilà. Mes parents. Ça fait à peu près combien de temps? Non mais voilà, on peut dire que t'es pas tout jeune. Non, je ne suis pas tout jeune et j'ai commencé très jeune, donc ça fait que la route est longue. T'as commencé à peu près vers 10, 9 ans? 7 ans. 7 ans. Mon premier cachet, 7-8 ans. 7-8 ans. Voilà. Et d'ailleurs, le tout premier truc, c'est une petite figuration dans un téléfilm. Voilà, un truc comme ça. 1974. Enfin, non, 70 même. 70. Ouais. Et puis j'ai fait de la figure. À l'époque aussi, ils avaient besoin de gamins à la Comédie Française. D'accord. Et puis j'ai fait mon premier doublage. Ça devait être 70, 71 par là. Ouais, donc toi en fait, t'as à peine arrivé dans les grandes études, t'étais déjà en mode. Ah oui. Déjà ce que t'allais faire. En fait, si tu veux, je peux te raconter l'histoire vite fait, si tu veux. Vas-y. En fait, ma mère était artiste aussi. On vivait un peu partout en Europe parce qu'elle était chanteuse. Je la suivais, on l'accompagnait partout. Et puis pour des raisons personnelles, familiales, on est revenu habiter en France. Ouais. Et moi, je voulais être musicien. Ma sœur aînée voulait être danseuse, donc on est allé au conservatoire, tout ça. On prenait des cours et maman a découvert cette école qui s'appelle l'école des enfants du spectacle, D'accord. qui est dans le 5e arrondissement à Paris, qui existe toujours. Ouais. Et c'est une école qui a des horaires aménagés, donc ce qui nous permettait de suivre des cours, en fait. D'accord. Et dans cette école, il y avait des gens qui venaient faire des castings pour trouver des enfants acteurs, parce qu'il y en avait qui étaient scolarisés là. Et puis il y avait des autres enfants qui faisaient du doublage, qui ont dit à ma mère, tiens, on cherche des voix d'enfants. Ouais. Je suis allé faire un essai et j'ai été pris. Okay. C'était mon premier doublage, c'était le chat Berlioz dans les Aristochats de Disney, voilà. Oui. Donc le deuxième doublage dans les années 70. Ouais. T'as fait beaucoup de Disney. À cette époque, j'en ai fait un petit peu. Même après. T'as même fait la voix de Pinocchio. Oui, ça c'était quelques années après. Voilà. Quelques années, t'étais encore jeune. Ouais, j'avais 10-11 ans, ouais. Après, plus tard, t'as fait Tarzan et puis t'as fait. Oui, j'ai fait Tarzan. Au niveau Disney, t'as un beau palmarès. Oui. Ça paye bien Disney? Ça dépend. C'est une autre interview, si tu veux. Donc tu n'auras jamais pu faire. Mon gros truc surtout. Ouais. Alors Nemo c'est Disney aussi, non? Oui, t'as fait le monde des Dory. Ouais. J'ai surtout fait toutes les mouettes, si tu veux. Mais oui, Nemo. Et ça c'est quand même. Je suis content d'avoir affiché ça à mon palmarès. C'est quand même exceptionnel. Tout le monde ne fait pas des mouettes. Non.
Moi, et j'ai beaucoup aimé parce que dans le monde de Dory, ils ont voulu que je revienne. Il y a un caméo d'une mouette. Ouais, d'accord. Ils ont absolument tenu. Tu sais, je dis que à moi, en fait. Tu vois. Et dans Nemo, donc je fais toutes les mouettes. J'ai fait des heures, pendant des heures, j'ai enregistré à moi, voilà. Ça fait marrer tous les copains. Moi, je me suis saoulé moi-même parce que pendant 2 heures, tu t'écoutes toi-même dire la même chose. Donc ça peut être fatigant. Et pour le monde de Dory, j'ai fait d'autres rôles dedans, mais ils ont voulu que je revienne faire au moins le caméo parce qu'il y a un moment, il y a un travelling et on voit juste une mouette qui fait à moi. Voilà. Mais ils ont tenu à ce que je revienne le faire. Ce que j'ai trouvé assez sympa en fait. Quand je regarderai, je saurai que c'est toi. Voilà. Mais je regarderai plus pareil maintenant. C'est émouvant. Hein. Bon, au moins, t'avais pas trop de dialogue à apprendre. Non, c'est bien. Comment on fait une mouette? À moi. Ah d'accord. On fait comme ça. Donc tu as aussi fait beaucoup de doublage, mais il y a très très longtemps, on va en reparler. Oui. Hein. Tu as fait un film pour moi qui est culte, c'est Outsider aussi. Ah oui. Ouais. Doublé Rob Lowe. Alors, ça, c'est un film culte. Oui. Bah, j'ai doublé pas mal d'acteurs comme ça dans des films sympas quand ils étaient jeunes. Et en fait, souvent, et d'ailleurs, je voulais faire un petit peu d'archéologie et remettre en ligne 2-3 trucs que j'ai fait parce que je me suis rendu compte que j'ai fait plein de beaux films et ils font partie de ces films dont on parle moins sur les réseaux parce que il n'y avait pas d'internet, les petits enfants ça n'existait pas et que c'était une période, c'est les films qu'on a un peu oubliés. Mais tu vois, j'ai quand même participé au doublage d'un des Fellini. Il y avait Padre Padron des frères Taviani, qui était leur premier film qui a chopé la Palme d'Or à l'époque. Tu vois, j'ai fait des films comme ça. Alice n'est plus ici, un film de Scorsese, je crois. Et des trucs. Alors Starship Trooper, c'est bien après. Mais tu vois, c'est les films dans la période années 80, un peu avant 80, et qui ont un peu disparu des radars parce que il n'y a pas eu ce travail de trouver qui faisait les voix, de faire des fiches sur Wikipédia qui soient un peu fouillées. Et je voulais essayer de retrouver quelques-uns parce que il y a quelques très beaux films dans l'eau. Je dis pas, c'est pas juste pour moi. C'est juste que je trouve que c'est dommage qu'on ait oublié un peu les films de cette époque. Bah écoute, je vais chercher pour toi. Voilà, c'est vrai. Alors qu'est-ce que t'as trouvé? Non, je vais chercher. Ah, tu vas chercher. Oui, je croyais que tu me faisais une surprise. Non. Ah, je suis déçu. Bon, je me casse. Donc tu as fait aussi à la poursuite d'Octobre Rouge. Ah oui, ouais. Ça, c'est un film mythique. J'ai noté des films, moi, qui te touchaient. Qui m'ont touché. Oui, parce que moi, je fais partie de la génération Dorothée, voilà. Donc, tout ce qui est film années 80-90, c'est beaucoup de films américains qui nous ont bercés. Bien et sûr. Les voix. Bien sûr. Et les voix françaises. Bien sûr. Parce qu'on sait quand même que le doublage français est au-dessus de tout. Oui. Hein, notamment au-dessus des Canadiens. Enfin, oui, mais ça, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Ah non, mais... Et toi, comment tu... Ouais, j'ai une question parce que le doublage, maintenant, ça a pris une autre importance, on va dire. Oui. Il y a beaucoup de footballeurs, de sportifs de haut niveau, tout ça. La question où tu te fais des amis? Oui, mais moi, j'ai pas d'amis, donc ça me dérange pas. Si t'attends... Non, mais moi, alors, il y a plusieurs choses. Tu parles des anciens films. C'est sûr que moi, j'ai connu un artisanat. Ok. Je travaillais avec des directeurs artistiques qui connaissaient parfois très bien les metteurs en scène dont ils doublaient les films. Tu vois ce que je veux dire? On avait beaucoup plus de temps. Le doublage, c'est vraiment devenu une des grosses différences, c'est que c'est devenu une grosse industrie parce que ça permet quand même à toutes ces plateformes, tous ces gros distributeurs, de vendre des films. Il faut quand même pas oublier qu'il y a un côté ludique pour le spectateur, mais en vrai, c'est quand même des grosses machines de guerre. Et le doublage est devenu une vraie industrie. On nous demande d'aller plus vite. Voilà, ça c'est un gros changement. La technologie a énormément évolué et ça nous permet d'aller plus vite aussi. Je veux dire, à l'époque, quand j'ai démarré, on doublait sur du vrai film. On avait, je sais pas, maximum 4 pistes peut-être. La plupart du temps, il y en avait que 2. Il y avait des gars qui chargeaient les films encore sur des vrais projets avec des arcs, c'est l'arc, tu vois, pour projeter comme dans une vraie salle de cinéma. Donc tout ça mettait du temps. Donc le temps s'est accéléré. Après, tu parlais des star talent, de trucs comme ça. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Je m'en fous. Si c'est les comédiens ou des interprètes même, pourquoi pas. Voilà. Ce que je trouve injuste, c'est qu'on fasse la pub que sur eux, parce que souvent ils sont quand même
entouré, soutenu par des gens d'expérience. Ouais. Et puis en ce qui concerne les footballeurs, les Formule 1, c'est très anecdotique les rôles qu'on leur donne. Ouais. Donc les gens du marketing pensent que ça peut aider leur pub. Ils ont toujours pas pigé qu'en fait, je pense que ça, si le film est bon, il marche. Si le film est pas bon, il marche pas. Ouais. Si le doublage est à chier, le doublage est à chier. Si le doublage est bien, le doublage est bien. Je crois que les gens, il peut y avoir les gens se gourrent pas vraiment. Enfin, toi, les spectateurs, il y a un moment, soit le film marche bien sur les spectateurs. Quand je dis marcher, c'est que le film fonctionne en tant que artistiquement, que ça plaise ou pas aux spectateurs. Les critiques, les machins, en vrai, on s'en fout. Mais le Star Talent, j'ai pas d'avis là-dessus. Je veux dire, je trouve que c'est souvent inutile. En plus, il y a un phénomène. Même quand c'est un comédien célèbre qui fait le film, il fait le film, et puis derrière il y a une série, par exemple. Moi, ça m'est arrivé d'être dans des séries et dans des films, parce que j'avais pas le rôle principal. Donc à la limite, quand t'as pas le rôle principal, tu fais les deux souvent. Ouais. Mais et puis le Star Talent disparaît, c'est un pote qui reprend le rôle pour la série, et tu te dis il est aussi bien, pourquoi il a pas fait le film en fait. Vrai. Donc la question, elle est surtout là. Moi, je suis pas sûr que ça aide les films. Après. Si c'est un comédien ou un artiste, j'ai pas de souci avec ça. Moi, si c'est un footballeur ou un mec qui fait de la Formule 1, moi je fais pas le Grand Prix Monaco, quoi. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Je veux bien faire la Coupe du Monde. Je préfère le rugby. Ouais. Par contre, je vais pas durer longtemps, quoi. Il faut vraiment me faire rentrer les dernières 30 secondes juste pour faire le joke, quoi. Tu vois. Ça va, t'as un petit moi, j'ai un bon gabarit. Ouais, quoi que maintenant, faudrait me soulever. Effectivement, t'as raison. Et puis, je joue en senior quand même. Mais si tu veux, non, ce que je veux dire, c'est que, nous, on nous demande pas d'aller jouer au foot, quoi, sauf pour des trucs caricatifs éventuellement, mais ce qui est très bien, mais faut pas confondre. Donc je pense que c'est très anecdotique. Je crois que ça sert à pas grand chose. Quoi. Après, c'est marrant parce que les gens qui aiment le doublage, c'est devenu un sujet. Et en vrai, c'est vrai que ça revient un peu tout le temps. Je sais pas. Écoute, je suis un peu à côté de ces trucs-là. Ouais. Je m'en occupe pas trop. Hein. Il s'en fout. Moi, je peux le dire. Vous avez remarqué? Merde, ça s'est entendu. Pardon, je dis les robots. Non, merde, c'est autorisé. Okay. Alors, tu as quand même une voix qui est reconnaissable dans le doublage. Oui, c'est vrai. Quand tu me parles là, non. Oui. Il y en a certains, j'ai reçu, notamment Vincent Rouclot, j'ai reçu. Oui. Lui, il te parle, tu sais que c'est Nicky Larson. Ou Gilbert Lévy, il fait la voix de Moe dans les Simpsons quand il parle. Toi, comment tu arrives à différencier, à bosser tes différentes voix? Alors, tu as plusieurs choses. Il y a comme des voix où je transforme plus ma voix, notamment pour des dessins animés. Pardon. Non. Il tousse. Et c'est tout. Et puis, souvent, c'est le personnage. Au doublage, on est beaucoup lié à l'image. Mm-hmm. Donc, quand on voit le physique du personnage, tu as une sorte de transformation et qui devient presque automatiquement. Alors après, quand c'est pour une série, tu as aussi l'habitude, le fait de refaire le même acteur, le même personnage. Tu le trouves de plus en plus, tu creuses un peu. Et puis, il y a des trucs, des tics physiques que tu repères chez l'acteur, sa façon de jouer, sa façon de faire, sa façon de se tenir. Et ça se fait presque tout seul avec les années. Tu repères ces trucs-là et tu essaies de coller au maximum. C'est souvent une question d'énergie aussi, de bien coller à l'énergie de son personnage ou de l'acteur que tu doubles. Et c'est un exercice hyper marrant à faire. Par exemple, je me souviens, j'ai fait Joey dans Friends pendant des années et je l'ai redoublé dans une série dont je fais la pub. Regardez, une série qui s'appelle Épisode, dans laquelle il a tourné. D'accord. Il avait, je suis un tout petit peu plus vieux que lui, donc c'était il y a quelques années. C'est Barbara Tissier qui dirigeait ça. La série est super, franchement, même en anglais, vous n'êtes pas obligé de regarder la VF. Ah, si, pour toi. Mais on a été très libre en plus, et c'est une série plutôt adulte, ok. D'accord. Donc, franchement, Joey adulte qui y va, quoi, c'est pas mal en fait. Et lui est vraiment super. Et notamment, il y a ce rire que moi j'ai un peu exagéré, que j'avais démarré dans Friends, quand il fait tout le temps.
Et en fait, c'est drôle parce que je l'ai trouvé en le regardant physiquement. Et Barbara Tissier, quand je faisais l'épisode, elle a vraiment trouvé le truc. Ça me dit, il a cette attitude de des fois, il met son cou en arrière comme ça. Et c'est vrai que du coup, hop, tu fais la voix et tu fais. et elle me disait, vas-y, fais le gros coup, ça lui va bien. Et on avait repéré ce truc-là, tu vois. Donc tu t'accroches à des choses comme ça. Ouais. Et le physique, l'énergie de ton acteur, les yeux, ses yeux, on dit souvent, faut qu'on ait l'impression que ça sort de lui, quoi. Et ça se fait tout seul, moi, je trouve. Mais ça, c'est peut-être avec les années. Je fais un peu de formation pour des comédiens qui débutent en doublage. C'est vrai que j'attire beaucoup leur attention sur ça. Les tensions qu'on peut voir, comment la personne bouge et tout ça, pour que ça les aide à trouver leur personnage. Quand tu fais du dessin animé, c'est pas pareil. On peut te demander de faire un accent, d'avoir une voix plus nasale, d'avoir un truc. Là, tu te transformes. Bon, ça devient presque plus créatif, plus personnel. Ouais. Le cadre peut être moins rigide, je dirais, pour un dessin animé. Et puis, tu as des dessins animés qui ont des styles. Tu vois, les animés, Dragon Ball, pour ne pas le nommer, c'est un niveau d'énergie qui est quand même quand ils sont calmes, ils sont un peu toujours tu vois ce que je veux dire. Énervés, les mecs. Oui, ils sont toujours un petit peu tendus, quoi. Et je crois que ça... voilà, quoi. Faut correspondre à tout ça. Dans Dragon Ball, t'en fais 3 différents. Notamment, tu fais Trunks, Gohan et puis tu fais Broly. Ouais. T'arrives quand même à... C'est vrai que quand tu écoutes, quand tu regardes, on voit pas le... Oui, ça vous dérange pas que je fasse les trois, tu quoi. Tu peux même faire Bulma. Non, mais je sais pas. Ah non, j'aime tellement ce que fait Céline. Elle me fait tellement rire. Si tu veux, comment dire, dans Dragon Ball, ma difficulté, c'est qu'ils ont le même âge, en fait, ils sont dans la même tranche d'âge. Ouais. Le problème, c'est que moi, je suis arrivé sur Dragon Ball Z, comme dans les années 93, je pense. 1993, pour les plus jeunes. Et je faisais donc Dragon Ball Z, je faisais Trunks du futur, ok. Il part à la fin de l'arc. On savait pas à l'époque. Il n'y avait pas Internet, les petits enfants. On savait rien. On savait même pas ce que c'était que les animés. Le manga était même pas distribué en France. Il y avait que les animés, en fait. C'est ça. Il n'y avait pas les livres. Il n'y avait pas les BD, quoi. Et on pouvait pas aller voir ce que devenaient nos personnages. Les gens qui écrivaient, qui nous faisaient les dialogues, les traductions, ils avaient du mal à picher ce qui se passait. Voilà. Les gens ont adoré le doublage de cette époque, mais c'est vrai qu'il y a plein de coquilles dedans, en fait, parce qu'on ne savait pas trop ce qui se passait. Donc nous, on ne savait pas ce que nos personnages allaient devenir, comment ils évoluaient. Donc ils ont vu Trunks partir. C'était Pierre Trabeau, que j'adorais, un homme extraordinaire qui dirigeait, on s'aimait bien, et puis il voit, donc l'arc se finit, tout le monde grandit. Gohan devient ado adulte et dit l'autre est parti, on sait pas où il est, t'as qu'à faire, reste avec nous, tu vas faire Sangohan. Donc je fais Sangohan. Qui aurait pu imaginer que des années après ils auraient des scènes ensemble? Voilà. Et puis c'était les OAV, tu sais, les films. Tu sais, des fois on savait pas ce qu'on doublait. J'arrive, il me file Broly. Dans le premier film où je l'ai fait, c'est un psychopathe. Il défonce tout le monde et il rigole comme un malade, un psychopathe. Voilà. Il est content quand il défonce les gens, c'est tout. Et puis il aime pas Sangoku. Et donc je fais ça, moi ça m'a fait marrer toute la journée. Tu vois, etc. Et donc ça c'est marrant à faire. Mais on ne savait pas ce qu'allaient devenir tous ces personnages. Tout d'un coup, ils reviennent, Dragon Ball, mais jamais on n'aurait imaginé que 30 ans après, il continuera à y avoir de l'actualité pour cette série, pour ces films. C'est extraordinaire. C'est une des rares séries qui est comme ça, honnêtement. Oui, qui dure depuis longtemps. Et puis qui est quand même... Les gens se disputent, Dragon S, j'ai pas fait, j'ai fait que le début. Dragon Ball Z, non, je préfère les vieux, je préfère la VO. Tout le monde s'engueule, mais en vrai, tout le monde regarde. C'est devenu de la pop culture. Regarde, on a les t-shirts, on m'a même offert un caleçon Dragon Ball avec Broly, etc. Donc, si tu veux, on ne pouvait pas savoir ce qu'allait se passer. Donc, ma difficulté, pour revenir à ta question au départ, c'est que les trois, ils ont le même âge. Donc, j'essaie de faire gaffe à leur caractère pour modifier ma voix. Broly, il est plus sombre, très explosif, ok. Trunks, il est sombre, calme, posé,
mais il est plus humain. Voilà, l'émotion vient vite, on va dire. Et Sangohan est un peu barré, il plane un peu, sauf dans le dernier film où il redevient un peu guerrier, mais il est plus gaffeur. Voilà, c'est un scientifique. Donc j'essaye de jouer un petit peu. Il paraît que ça a pas trop mal marché, donc tant mieux si les gens sont heureux. Tu sais, nous souvent on n'a pas de recul sur ce qu'on fait parce que soit on regarde pas après. Soit moi je suis tellement critique avec ce que je fais que souvent je laisse passer du temps avant de regarder. Ouais. Parce que si je regarde tout de suite après avoir fait le doublage, je vais trouver ça nul. D'emblée, si tu veux. Même si tout le monde me dit que c'est très bien. Ok, voilà. Même après toutes ces années, hein, c'est ça qui est rigolo. Donc souvent ce que je préfère, c'est je tombe dessus par hasard, du coup j'écoute un peu, tu vois, voilà. C'est plutôt ça qui se passe. Mais bon, les gens m'ont dit que c'était pas mal du tout, donc tant mieux, c'est cool. Et comment tu la bosses ta voix? Tu l'entretiens ou tu entretiens moi je suis chanteur au départ, ok. Donc alors j'ai eu des petits soucis de voix pour d'autres raisons, mais donc en règle générale, rien que le fait de chanter m'entretient la voix. Mais c'est une très bonne question parce que je trouve que dans le doublage, on est très peu. Et même moi, des fois, faut enchaîner tellement vite que, genre, je vais pas me chauffer la voix ou faire des exercices. Et je trouve que c'est une erreur. Ouais. Dans le doublage, on joue avec nos voix. Quand tu doubles un personnage, on va dire, en chair et en os, un vrai acteur, souvent on te fait venir pour ta voix. Il peut y avoir une composition, il y a du jeu, tout ça. Mais donc on joue avec nos propres voix et il faut de tout comme voix. On s'en fout d'avoir une belle voix. Dans le doublage, il y a de tout comme voix. Ce qui est d'ailleurs assez génial, parce que tu peux doubler des choses, des personnages dont tu as la voix, mais pas le physique. Voilà. Moi, je suis pas un gros baraqué, blond. Bah, je sais pas, t'es en t-shirt, on peut pas trop... Mais... je suis baraqué, mais pas dans le même sens. Mais, voilà. Mais donc, ça, c'est super, tu vois. J'ai toujours l'exemple en tête de Jacques Thébault qui faisait Steve McQueen et qui était un tout petit gars, voilà, mais la voix elle le fait tellement quand il fait Steve McQueen que tu fais ok d'accord. Donc ça c'est super. Mais la voix, oui, je trouve que c'est un défaut au doublage. Souvent on ne sait pas chauffer la voix et tout. Et il faut savoir que des fois on ne sait pas ce qu'on va doubler si c'est pas un truc que tu as déjà fait. On peut arriver à 9h30 en studio. Bonjour, t'as juste bu un café, mangé un petit croissant. Et puis, à 9h32, tu te fais dévorer par un tyrannosaure et t'es en train de gueuler comme un putois. Etc. Ou tu fais un animé où tu es en train de défoncer tout le monde, comme Broly. Et si tu veux, ta voix, oui, il faut quand même faire attention. Et tes personnages que tu doubles, quand tu arrives chez toi, ils sont plus là ou ils sont encore dans ta tête? Non, tu sais, je pense que si on fait ce métier-là, est-ce que t'es comme Broly, comment te dire? Non, mais après les années, j'ai appris à mettre quand même un peu de distance. Après... c'est pas comme quand tu joues toi personnellement, ton investissement, on arrive à prendre du recul un peu. Mais je dois dire que, alors, si t'as fait une bonne séance d'animé, t'as bien gueulé, en général, le soir, t'es bien calme, ok. Après, des fois, quand ça s'est mal passé sur le plateau, tu peux au contraire être hyper énervé. Ça va être encore pire. Si t'es pas content de toi, ou voilà. Mais après, parlons quand même des choses émouvantes, parce qu'au doublage, on peut aussi se faire prendre par l'émotion. T'as des synchronicités, tout d'un coup tu doubles un truc qui est en résonance avec quelque chose que tu vis dans la vie, c'est fou. Mais je crois que ça nous est arrivé à tous, tous les comédiens. Et du coup, et puis tu peux aussi être devant un truc tellement émouvant que le soir t'es un peu, ça peut te coller à la peau. Je me rappelle dans une série, je suis arrivé un soir faire ça. Et je faisais un psychopathe qui découpait les petits enfants pour les mettre dans des sacs poubelles, quoi. Un truc vraiment pas cool. Non. Et tu fais ça en fin de journée, j'étais à fond au niveau de l'énergie, j'avais fait un truc sympa avant. Et là, tout d'un coup, je savais pas à quoi m'attendre, ça m'a cueilli, tu vois. Et quand je suis sorti, c'était chouette à faire, en même temps très prenant. Mais en plus au doublage, bon, on peut se servir de son émotion, on se sert de notre émotion, mais on a quand même un cadre technique qui nous oblige à garder un peu de distance. T'as quand même toujours un œil sur est-ce que t'es synchro, est-ce que le mec fait un effet, il se lève, il coupe du bois, j'en sais rien, il se met à courir, il tape quelqu'un, tu vois, il a un rire, il a un sniff, tu vois, on doit repérer tous ces trucs-là. Donc, t'as une certaine distance. Puis t'as ton émotion qui commence à monter parce que le mec est en train de dire des choses mais tellement affreuses avec un magnifique sourire.
J'avoue que le soir, j'ai eu un peu de mal à me débarrasser. Tu vois, tu peux être dans ce truc-là. Donc, tu as des trucs qui te collent un peu. Ouais. Et puis après, tu as des trucs qui te rendent tellement joyeux. Tu sais, quand on faisait Friends, on n'avait pas tant de séances d'enregistrement que ça, en fait. Ça nous faisait une douzaine de jours dans l'année pour une saison. Hein, parce qu'on faisait 2 épisodes par jour. Et on arrivait le matin... Pour être sûr que tout le monde sache, on laissait le studio ouvert et on foutait le générique à fond, en fait. Et nous, tu vois, là, par contre, c'est le contraire. Ça nous mettait en joie, tu vois, de venir faire ce truc-là. Malgré le fait que je me sois barré à la fin pour un tas de raisons, ça nous mettait en joie de faire ça et d'être là pour faire Friends. Et quand on s'attache au personnage qu'on double, forcément. Et quand on le perd ou quand il fait plus rien, quoi que ce soit, il y a un petit manque quand même. Moi, j'ai un peu une histoire comme ça avec plusieurs personnes parce que Joey, Matt Leblanc, il a un peu disparu. Bon, il fait des trucs quand même, mais bon, en vrai, il a plus besoin de bosser. Mais quand il fait des trucs, j'aime bien. Hein. Je l'ai doublé dans plusieurs nouvelles séries qu'il a fait. Et c'est vraiment cool. Il y a cet acteur que j'adorais, que j'ai fait quand même dans pas mal de trucs, mais il a vraiment eu des soucis. C'est Nicholas Brendon qui était dans Buffy. Buffy contre les vampires. Et qui était vraiment un bon acteur. Hein. Il a été discret, il a eu du succès, mais c'est un homme qui a eu des problèmes dans sa vie. Là. Maintenant, je sais même pas s'il a le droit de sortir des États-Unis, en vrai. D'accord. Et bon, ça l'empêcherait pas de tourner, mais là, il tourne plus, il peint beaucoup, voilà. Ouais. Mais je l'ai doublé dans d'autres séries, d'autres films, et j'ai adoré. Vraiment, c'était facile de le doubler, ça me venait très spontanément. Ouais. Mais oui, tu perds des rôles. J'ai doublé Johnny Depp au début, et ça aurait été rigolo de le faire dans un ou deux de ses films, parce qu'il a fait des films magnifiques. Après, c'est la vie, hein, il y a pas de. C'est nous, on n'a pas de contrat. Même Dragon Ball, ils sont pas obligés de nous rappeler pour le doubler. Hein, tu sais, ils nous remplacent quand ils veulent. Ouais, mais la communauté. La communauté Dragon Ball est un petit peu chaude. Mais je pense qu'il y aura une petite révolte. Mais je sais même pas s'ils tenteraient le coup, en fait. Non. Mais ils ont tenté à un moment, mais ça a moyen marché. Mais ouais. Voilà, on est des intermittents. On a un petit côté aussi au jour le jour. Et tu peux perdre des acteurs que tu doubles et que t'aimes bien. Tu sais, j'ai doublé Sean Penn dans son premier film. Ouais. J'ai doublé Tom Hanks aussi dans un film. C'est les acteurs, ça aurait été rigolo de les suivre sur leur évolution, mais les copains font un super boulot là-dessus. J'ai pas de, tu sais, moi je suis pas accroché comme ça aux choses. Et tu as fait aussi dans Notre Belle Famille le fameux Cody. J'ai adoré. T'as quand même fait des personnages un peu loufoques. Je comprends pas ce que tu veux dire. Non, mais des gogoles, tu veux dire? Non, des rigolos. Oui, merci. C'est bien. Oui, mais non, mais ouais. Oh, j'ai adoré Cody. Ça a vraiment été magique. En plus, pour moi, ça a été personnellement et en tant que comédien, en tant qu'expérience, j'avais déjà 30 ans hein, quand je l'ai fait, je crois, ou un peu moins, mais j'avais déjà de l'expérience. Mais ça m'a vraiment libéré. Ça m'a montré que tu peux faire ce que tu veux, que le doublage, enfin voilà, qu'il faut être très libre et vraiment aller très vite au jeu en fait. Ouais. Et c'était génial parce que je suis arrivé, la série avait déjà démarré, c'est Philippe Auguste qui dirigeait parce que c'est lui qui doublait aussi, donc comment il s'appelle, l'homme de l'Atlantide, Patrick Duffy, qui est là-dedans. Et il me dit, écoute, je sais pas ce que c'est que ce personnage, c'est mon neveu. Il a l'air rigolo, il chante des chansons, donc je pense que c'est peut-être un peu pour ça qu'ils avaient pensé à moi, parce qu'il improvisait toujours des trucs. Et il me dit, écoute, fais ce que tu veux, il est marrant. Voilà, il est un peu délirant, il me dit, c'est un clown. Je fais, ok, je regarde les premières scènes, je fais, ouais, pas mal. Et en fait, non, la vraie histoire, c'est que j'avais déjà doublé ce gars-là dans Dallas, la fin de Dallas. D'accord. C'est le fils caché de JR, en fait. Et il était très mauvais. Très mauvais au sens que ça lui allait pas ce rôle, qu'il savait pas comment se tenir, fallait qu'il soit en costume, c'est pas trop son truc. C'est un super athlète, hein, c'est un super karatéka. Et il m'appelle donc pour le faire dans Notre Belle Famille. Et là, j'ai failli dire non. T'imagines, j'ai failli dire non parce que je le trouvais tellement mauvais que je me suis dit putain, je vais pas le refaire quoi. Et en fait, j'ai vraiment pas regretté. J'ai fait ce que je voulais. Auguste m'a laissé faire. J'ai inventé, j'ai même le texte, tu vois. Instant fugace de bonheur, j'ai réussi à le caser, c'est moi qui ai pensé. Metal Trash, quand il fait délire, tous ces trucs-là, c'est les trucs que j'ai rajoutés spontanément et qui lui vont super bien, quoi. Ouais, parce qu'il faut savoir aussi que le doublage, souvent je dis ça, c'est pas juste une traduction, c'est une adaptation culturelle aussi. Ouais. Et donc, parce que inconsciemment pour les spectateurs, nos intonations, nos mots, nos façons de parler vont suggérer les émotions qu'on essaie de transmettre.
parce que c'est culturel aussi. Ouais. Et je pense que toutes ces petites libertés qu'on peut prendre, elles aident justement à amener de la vie, du quotidien, et ça parle souvent inconsciemment, ça nourrit ton personnage, quoi. Un peu nostalgique de ces... Oh non, pas du tout. Non, vraiment, moi, j'ai pas de nostalgie. J'ai vraiment aimé. Tu sais, je travaille moins qu'avant et c'est normal. Et je veux pas bosser plus. Mais je fais des trucs. Tu sais, j'adore en ce moment. Là, on va reprendre. D'ailleurs, il y a Jujutsu Kaisen dans lequel je fais Gojo Satoru. J'adore ce personnage. Il est génial, très insolent. C'est lui le plus balèze et il crie pas. J'adore par rapport à Broly, c'est génial. Donc, si tu veux, on m'appelle pour des trucs qui sont marrants à faire et ça me va très bien. Et non, j'ai vraiment aucune nostalgie. Non, c'est pas mon genre. Tu as dit que tu bossais beaucoup moins, donc tu sélectionnes maintenant? Je sélectionne beaucoup plus. Ouais. Et pas toujours les rôles, c'est plus les gens avec qui je bosse. Ah d'accord. Ou les boîtes avec qui je bosse. Bah ouais, c'est le plaisir que tu peux... Enfin, le plaisir, c'est un luxe, j'en suis bien conscient. Ouais. C'est le luxe que tu peux peut-être t'offrir quand tu es un peu plus âgé. Ouais. Voilà. Et puis place aux jeunes, là, c'est magnifique. En ce moment, j'ai repris, non pas que j'adore cette série, mais ils m'ont rappelé pour refaire des Power Rangers, figure-toi. Oui. Et donc, je vois tous ces jeunes qui font ce que je faisais moi il y a 30 ans, 40 ans presque, 30 ans, alors on va dire 30, 35 ans, quand on faisait tous ces Sentai. Et je suis admiratif de voir, parce que c'est un style, ça aussi, hein. Ouais. On s'attend à un certain niveau d'énergie, de trucs, et c'est magnifique de les voir. Et il y en a qui sont très déçus, ça me fait rire, parce que il y en a qui étaient fans de ça quand ils avaient 8 ans, et puis maintenant quand ils le voient adulte, ils trouvent ça toujours super bien joué ou fait. Mais je leur dis, mais c'est un style, c'est comme ça que ça doit être fait, c'est ce qui t'est imposé, et il y a des gens qui adorent ça, et c'est souvent pour des enfants, et à 8 ans, mais tu adores ce truc. Oui, Power Rangers, ça fait un peu comme les Bioman. Voilà, c'est ça, c'est des Liveman, des Sentai, ils appellent ça des Sentai. Et moi, je connais des gens qui sont très très fans de ça, et je comprends pourquoi, parce que il y a un cadre, il y a une sorte de canevas dans le scénar dont tu vois qu'il ne lâche jamais. C'est marrant, mais ça peut être plaisant. Et pour des enfants, il y a des enfants qui adorent. Oui, parce que t'en as fait il y a longtemps. T'as fait de live. Je les ai tous faits. J'ai fait Bioman, Liveman, Spillman. J'ai fait Force jaune, rouge, tout ce que tu veux. Force rose. Force rose, j'ai dû faire aussi. Mais le soir. Ah bon? Une autre version. On fera un autre podcast. Une autre version. T'as même fait Les Feux de l'amour, une série. Oui, j'ai eu des petits rôles là-dessus, mais. Ouais. On avait dit Johnny Depp, tout ça. Et tu fais aussi du jeu vidéo. Oui. Alors un peu moins en ce moment, pour tout te dire. Ouais. Et je fais plus de direction artistique, mais j'en ai fait beaucoup, une période de ma vie. Additionnel, j'ai vu. Oui, tout à fait. Et le travail est différent? Le travail est très différent. T'es moins sur l'image, parce que souvent on n'a pas l'image. Il n'y a pas les cinématiques, sont pas terminées. Donc on a les audios originales, quand on les a. Parce que des fois on a fait des trucs sans savoir ce qui se passait. Donc c'est un peu à l'arrache. Mais en règle générale, tu as les audios et donc t'es plus sur l'oreille en fait. S'il n'y a pas de cinématique, de choses comme ça, on te montre des photos de ton personnage. Et puis évidemment, le directeur artistique, il est supposé avoir conscience des situations, des trucs, et il te guide, quoi, tu vois. Et j'ai fait beaucoup de direction artistique pour du jeu vidéo. D'accord. Et ça, t'as arrêté? Ouais, j'ai arrêté, C'est compliqué de diriger? C'est pas compliqué, ça prend beaucoup de temps. D'accord. Tu sais, j'ai fini par faire des grosses licences quand même, on va dire, des gros jeux. Oui, parce que je me suis occupé de... Non, mais comme directeur artistique, j'ai fait tous les Batman Arkham, etc. Donc c'est beaucoup de travail, même si c'est pas tous les jours, ça dure, tu vois, dans le temps. Et j'ai adoré faire ça, vraiment. Il y a des moments magiques. Mais ça aussi, c'est devenu une grosse industrie, on se rend pas compte. Je travaillais avec des gens que j'adorais, et puis là, ça s'est un peu transformé. C'est moins mon truc maintenant. Voilà. Tu joues un peu? Oui, je me bride, je me censure. C'est addictif, hein. Oui, je sais, voilà. Je sais. Et alors, mais moi, j'étais un gamer du tout début, tu sais. Je me suis intéressé aux ordi au départ pour la musique surtout, parce que je fais de la musique un petit peu aussi avec les ordi. Et en fait, du coup, tu te mets à jouer, hein, bien sûr. Donc toi, t'as connu bien avant. Moi, j'ai connu quand c'est pixelisé, là, que t'avais l'impression que c'était toujours de profil, là. Moi, j'ai connu, c'est ma Master System 1. Voilà. Ouais. Mais toi, t'as dû connaître avant. J'ai eu ça aussi. T'as l'air plus vieux que moi, t'as dû connaître avant. Les Amstrad, les Atari. C'est ça. Le premier, c'était un Atari, moi. Parce qu'on pouvait faire de la musique avec, parce qu'il y avait un petit port MIDI à l'intérieur, et tu pouvais piloter tes synthés, tes boîtes à rythme avec.
Voilà. Voilà. Pour l'archéologie informatique. Ah non, mais c'est très intéressant. Moi, ça m'intéresse. Est-ce que tu as la flemme? J'ai la flemme? Ouais, est-ce que tu es un peu flemmard? Ah oui, je peux être un peu flemmard, ouais. Mais comme tous les flemmards, je suis un gros bosseur, du coup. D'accord. Enfin, c'est-à-dire que ça dépend. Les gens, notamment avec ma femme, ils nous trouvent plutôt suractifs. On s'est calmé, hein. Mais je peux être un gros flemmard. Ouais. Pourquoi tu me demandes ça? Tu avais l'impression en fait, que dans les rôles que je faisais. Pas du tout. C'est qu'en fait, ah oui, ce que je t'ai pas dit, c'est une question que je pose à tous mes invités. D'accord. Parce que moi, la flemme, c'est un ennemi que j'essaie de combattre. C'est vrai. Alors la flemme, ça dépend de quelle flemme. La flemme, elle peut être très créative. Et puis pendant ta flemme, ça dépend de quel genre de flemme tu as en fait. Mais je défends la sieste, par exemple, très important. Ça, c'est très important. Et je pense que tu mûris plein de choses dans la flemme. Et comme beaucoup de flemmards, je suis un gros bosseur en fait. Tu vois, c'est une sorte d'opposition. Ouais. Et puis ça dépend quoi de la flemme. Pour moi, la plus belle flemme, c'est jouer de la guitare dans mon jardin, par exemple. Donc c'est plutôt des flemmes créatives, tu vois. Voilà. Ouais, moi, je suis la flemme. Bon, je ferai ça demain. Voilà. Ah ouais, la procrastination. Elle est dangereuse, alors je peux faire ça aussi. Ah. Ouais, je peux faire ça aussi. Mais par période, je dirais. Ouais. Tu vois. Mais moi, j'ai la sensation du flemmard. Mais mes mômes, enfin là, maintenant, je te dis, avec l'âge, on se calme un petit peu. Ouais. Mais les mômes nous trouvent trop excités, au contraire. Tu vois, j'ai une copine, quand elle vient chez nous, on la fatigue, en fait. À un moment, faut qu'elle se barre, quoi. Parce qu'elle trouve qu'on fait trop de trucs, justement. Ah ouais. Nous, on a l'impression de rien foutre. Ah, d'accord. Donc tu m'as parlé de musique, du coup, t'as jamais essayé de faire quelque chose? J'ai fait plein de trucs, j'ai toujours fait de la musique, en fait, tout le temps. Mais J'ai fait des groupes, j'ai participé à des tas de choses. Ouais. J'ai pas toujours fait une musique très commerciale, donc du coup, voilà. T'as fait de la scène? Et j'ai fait beaucoup de scènes, en fait, en tant que chanteur, c'est par période. Ces dernières années, beaucoup moins, parce que j'ai eu, en fait, des problèmes de santé qui ont fait que j'étais obligé de, voilà. Mais là, je me remets à jouer un peu. Je sais pas si je retournerai beaucoup sur scène. J'ai pas décidé encore. Mais en fait, oui, j'en ai fait beaucoup. Le thème? C'est une des parties moins connues. Quel thème c'est plein de choses différentes. Bon, même moi, au départ, j'écris des chansons. C'est un rocker. Et j'ai fait du rock. J'ai fait beaucoup de rock. J'ai eu un groupe avec mon frangin, un autre copain. C'était du rock un peu psychédélique avec beaucoup d'impro, plutôt inspiré des années 70s. Ouais. Mais ça reste souvent sous forme de chansons. Ouais. Parce qu'au départ, je suis plutôt un folkeux. Moi, j'ai démarré, tu vois, en écoutant Neil Young, tous ces trucs-là. Donc, je voulais écrire des chansons. Donc, j'ai écrit pas mal de chansons. Et maintenant, je fais plutôt pas mal de jazz et de musique. Enfin, j'essaye de devenir un improvisateur, ce qui est très compliqué, en fait. Voilà. En chant? Ah oui, en chant et en guitare. D'accord. Puis je joue d'un tas d'autres instruments, voilà. Dommage que t'aies pas ramené ta guitare. Non, c'est ça. Mais tu peux fait une petite. Ouais. Mais là, vous entendez les cloches, c'est déjà pas mal. Bah, on parle pas de nous, hein, bien sûr. Hein. J'ai rien dit. Ouais, mais on l'a. Bon. Je ne préciserai pas. Tu as aussi, j'ai oublié de te dire, mais t'as fait aussi Malcolm. Alors ça, tu me l'apprends? J'ai fait un truc dans Malcolm, moi. T'as fait Bob, le meilleur ami de Malcolm. C'est vrai? Oui. Bah tu me l'apprends. Oh, alors c'est Wikipédia qui s'est trompé, mais c'est ce que j'ai noté. Il faudrait que je réécoute. Ouais. Et alors il y a des erreurs, mais sur le mien, pas trop en fait. Ouais. Écoute, je réécouterai pour confirmer ce truc-là. Parce que la série, effectivement, m'a toujours dit quelque chose, mais comme elle est tellement connue, je me rappelle pas des séances d'enregistrement. Mais je serais curieux de les voir. Non, enfin, tu fais une série que j'ai découvert, moi, Sandman. Ah oui, j'ai un petit rôle là-dessus. C'est une bonne série. Mais tu vois, ça fait partie des trucs qu'on me fait faire maintenant et que je trouve vraiment agréable à faire. Ouais. En plus, c'est mon ami Fabrice Josso qui dirige, que j'adore, et c'est une série, c'est une série géniale, très onirique. Qui a une ambiance différente un peu de ce qu'on voit, et j'ai adoré faire ça. Je sais pas si mon personnage revient dans la suite, mais saison 2, je veux pas spoiler les gens parce que j'ai adoré. Mais tu vois, on me fait faire des trucs comme ça maintenant. Par exemple, dans Doom Patrol, j'arrive et je fais un petit cafard, mais qui ressemble vraiment à vrai, et en fait qui fait des prophéties, qui arrête pas de chanter des psaumes et qui prophétise l'avènement de la fin de l'humanité, et c'est les insectes et les animaux qui vont prendre il veut défoncer les humains pour prendre leur place. Et puis il se passe plein de trucs, il devient géant et il casse la gueule à tout le monde en chantant des psaumes après. Et j'aime bien, on m'appelle pour ce genre de truc, c'est assez agréable. Tu doubles beaucoup de personnes qui cassent la gueule aux autres. Ben oui, bizarrement, c'est vrai ce que tu dis. Je sais pas pourquoi. Tu fais pas peur aux gens, pour... Non. Moi qui suis plein d'amour. Et d'eau fraîche. J'avais une question, elle est partie, mais... Prends des notes, s'il te plaît. Ouais. Ah oui, mais c'est en discutant, mais bon... Ça va revenir. Ça va revenir. Concentre-toi. Parce
C'est l'âge, tu verras, c'est de pire en pire. Ce sera censuré, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on ne critique pas le présentateur. Ah, pardon, excusez-moi. Un critiquant. Oh, gros sopi. Tu fais Fairy Tail aussi? Oui. C'est une série sympa. Ouais, moi, qui je est une série connais Arnaud sympa. Laurent qui fait Natsu. Ouais. Et qui... Ah si, bon, attends. Ça y est, ça vient de revenir. C'est bon, bah, voilà, du coup, okay. Celle-là, je la zappe. C'est une petite question. C'est bien. Tu comptes bosser jusqu'à quel âge? Oh là. Écoute, je sais pas si je vais continuer. Enfin, je compte continuer à faire des trucs. Ouais. Mais si tu veux, là maintenant, je donne de plus en plus priorité à mes propres trucs. Tu vois, ou à des expériences avec des copains ou des choses comme ça, et je remets le cap plus sur la musique d'ailleurs maintenant, tu vois. Donc je sais pas si je durerai comme mes vieux potes Dominique Paturel, Roger Carrel, à perpète. Je suis très très admiratif. Notre ami Philippe. Et Philippe Ariotti, je suis admiratif de tout ce qu'il fait. Je pense que je continuerai toujours à faire des choses créatives, artistiques, mais peut-être que je resterai plus dans mon domaine plus personnel, je dirais, que faire. Voilà. La retraite, c'est pas tout de suite. Hein. En vrai, je devrais pas le dire, mais je suis à la retraite. On le dit pas. Mais on le dit pas. Non. Mais donc, mais ça veut pas dire grand-chose pour nous là. En fait, tu vois. Je crois que, tant que je fais des choses qui m'amusent, je continuerai. Mais on va dire que c'est pas une priorité. Ouais. Pas de théâtre non plus. Écoute, ça s'est cassé la gueule, les trucs qu'on voulait faire. Donc il y a ça aussi, hein. C'est que dans notre vie d'intermittent du spectacle, en fait, on fait pas plus de choses qu'on ne fait. C'est-à-dire si j'avais été pris pour tous les castings, je serais débordé, quoi. Enfin, tu vois, on rate plus de choses et t'as plus de projets finalement qui se font pas. Donc le théâtre, la scène là, je suis pas persuadé d'en refaire pour l'instant. C'est vrai. Ça te manque pas, ça te titille pas? C'est, on va dire, compliqué physiquement pour moi, voilà. Ah, d'accord. Mais on verra. On sait pas, on peut avoir une bonne surprise. Hein. Peut-être. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de tomber dans un truc, de glisser, tout d'un coup, se retrouver sur scène. Alors si on nous écoute, hein, si un grand producteur, même Spielberg. Oui, alors après, ça dépend du cachet aussi. Non, je déconne. Après, t'as le droit de demander ce que tu veux. Ah oui, on peut toujours demander, de toute façon. Demander, tenter, c'est demander. Enfin, bref, voilà, je ne sais plus trop la phrase. Et t'as aussi fait Parker Lewis. Oui, j'adore. J'adore aussi. Ah c'est marrant, ouais, on en reparle de cette série. Tu rencontres jamais parlons de Parker Lewis, mais après je te poserai une question. Alors, Parker Lewis, j'ai rencontré Corinne Nemec, qui vient souvent en France. Ouais. Et qui est super. Mais j'ai pas le mien. Tiens, tu parlais des persos, des mecs qui ont rien fait derrière. Le mec que je doublais, il a rien fait derrière. Mais Mickey Randall, il faisait comme rôle, je sais plus comment il s'appelait l'acteur. L'acteur Billy Jane. C'est ça. Et en fait, non, c'était une série, c'était un ovni dans tout ce qu'on doublait à l'époque. Faut voir, on doublait ça, je sais pas, moi, en 95 peut-être, 96 par là, ou même avant peut-être. C'est avant. Et justement, on était en pleine période où on commençait à doubler beaucoup d'animés, on doublait beaucoup de comment ça s'appelle, de Sentai, là, ce qu'on disait tout à l'heure. Tout d'un coup, au milieu de tout ça, je vois arriver Parker Lewis, mais on était tellement heureux de faire cette série, tu vois. Et je garde un souvenir assez sympa de cette série. Et c'est bien parce que plein de gens m'en reparlent dernièrement dans les conventions, tout ça. Moi, je les ai tous rencontrés. C'est vrai. Au Paris Manga. Mais oui. J'ai fait une photo avec toute l'équipe. Ah, génial. Et j'adore le mec qui faisait Kubiak. Quel acteur extraordinaire, quelle personnalité. Il a joué après dans l'urgence, je crois. Ouais, il a fait plein de trucs. Mais voilà, donc ça nous revient à nous dire que tu as quand même fait des rôles. Ouais. Alors, il y a un truc que je pense que on a bénéficié, ma génération, les gens qui ont bossé comme moi, d'un moment où il y avait une rareté qui faisait que tout le monde regardait les mêmes choses. C'est ça. C'est pour ça aussi que vous avez été touché, toute la génération Club d'eau, on peut dire quelque part. C'est que il y avait que ça en fait. Donc vous étiez un peu obligé de regarder ça. C'est ça. Et au cinéma, il y avait des gros films, genre moi j'étais pas là-dedans, mais je vois les trucs avec Eddie Murphy, Retour vers le futur, tous ces trucs-là, qui ont marqué des générations entières. Et je pense qu'il y avait presque moins de choix. Et que ça vous a créé une sorte de culture commune que vous retrouvez. Moi je vois bien les gens que je croise dans les conventions, je sens ça très très fort. Un attachement. Là, il y a toujours une petite nostalgie aussi de l'enfance, de l'adolescence, quand tu es jeune adulte.
les jeunes générations, ils ont ça aussi. Tu sais, il y a des gens qui ont à peine 20 ans et qui me disent « Ah, c'est quand j'étais jeune ». Je fais « Bah oui, parce que t'es un vieillard maintenant. » Tu vois. Mais en vrai, c'est parce que c'est la nostalgie de l'enfance. Mais au-delà de ça, je pense que les gens maintenant sont plus éparpillés. Et il y a des très belles séries, des très beaux films. Mais je pense que ça a moins d'impact de ce qu'on nous doublait à l'époque, parce que voilà, c'est des petites niches des fois, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai que des fois t'as une série, qui sort, tu t'attaches et tout au personnage, mais t'en regardes tellement que du coup tu t'attaches moins. Alors, je pense même qu'à l'époque, vous avez fini par être attaché à des trucs que vous auriez pas regardé normalement, mais genre tu regardais avec tes potes, du coup t'as regardé, et puis finalement ça t'a marqué. Les petites cousines ou les machins, tu regardes avec des filles, tu te dis ouais, c'est ça. Tu regardais Candy, Sailor Moon, la Mu, tout ça, et tu te dis. C'est vrai qu'on a. Je parlais comme un vieux, merci. C'est une love. Je pense que là on a fait un bon tour. Ouais. Tu montes un peu ou pas? Non, après non, tu vires les temps morts. Après j'envoie ça à mon producteur. Chacun son taf. Mais quel fainéant. Ah ouais, c'est vrai que t'es flemmard en fait. Ouais. Je sais pas, je dis que je sais pas faire, comme ça au moins on m'en verra. Comme au boulot, là, je sais pas. Je fais toujours ça, je sais pas. C'est la première fois. Moi je dis plutôt je m'en fous en fait. Chacun sa phrase. J'ose pas trop le dire. Parce que j'ai peur de me faire taper. Non. Mais par contre, avant de finir, je pose toujours une question. Attention, moment sérieux. Instant émotion. Tu as le droit de dire oui ou non? Non, ma réponse est non. Ça m'embête. Alors vas-y, pose ta question. Oui. Acceptes-tu d'être mon ami? Oui, avec plaisir, Sophie. Je suis ton ami. Je suis ton friend, si c'est ça que tu voulais dire. Bah oui. Pour le coup, là, c'est très bien tombé. T'es le premier friends que je fais. Donc, c'est très bien. Si un jour je fais les autres, ce sera moins fun. Oui, bien sûr. De toute façon, ils sont moins bien que moi. Ils sont moins sympas. D'accord. Alors, on va les dénoncer. Il y a Emmanuel. Emmanuel Curtil, Dorothée Gébin, Marie-Christine Dara, Michel Lituac, Michel Lazorne. Voilà. Donc, c'est lui le plus gentil, c'est Marc. C'est moi. Et le plus beau. Marc, je te remercie d'être venu. C'est super sympa et merci de t'être déplacé ici. Merci pour ce petit instant bucolique. Et je vais t'en offrir un si tu acceptes. Il n'y a pas de souci. Ou une bière. Ouais. Non, ça va aller. Non, ça va aller parce qu'après je m'arrête plus. C'est ça. Marc, merci. Merci à toi, merci beaucoup. Salut à tous. Voilà, à bientôt. Ce podcast est présenté par Sopi, produit par Maïssa Audio et réalisé par Franck Philoxène.